Bonsoir, heureux de vous retrouver pour cette dernière table ronde de la journée, une journée qui a été effectivement riche, dense, mais comme c'est souvent le cas à l'Université du réseau des référents handicap, une table ronde que nous avons intitulée «L'engagement des dirigeants». Alors pour parler de ce sujet qu'on a d'ailleurs un tout petit peu commencé à évoquer pendant différentes séquences de la journée, je suis heureux d'accueillir Stéphane Yernaud. Vous êtes directeur des affaires sociales chez Parfum Christian Dior. Et vous êtes également chef d'établissement du campus Dior Orléans. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce sujet. Et, Dominique Valadon, vous êtes directeur opérationnel chez Artus Intérim, une entreprise de travail temporaire implanté dans la région. Et Éric Labrune, vous êtes directeur général d'Extime Food and Beverage, qui est donc, vous travaillez sur Paris, puisque vous êtes une filiale d'Aéroport de Paris, si je ne dis pas de bêtises. Alors, le sujet de l'engagement des dirigeants, on l'a un petit peu évoqué, puisqu'on a pas mal parlé aujourd'hui aussi de politique handicap tout à l'heure sur ce plateau. Il y avait Malika Bouchiwa, qui est la DRH du groupe Elior. Il y avait la patronne aussi de vos collègues donc, du groupe Partenaire. On signait des conventions. Et c'est vrai que ce qui se disait, on a rappelé que ce sujet devait être porté. Alors la question, portée au plus haut niveau, comment finalement on arrive à convaincre le dirigeant, comment on arrive à convaincre le COMEX, puis comment on arrive à convaincre ses pairs aussi quand on est membre d'un COMEX, pour faire en sorte justement que le sujet soit porté à son plus haut niveau. Alors, Stéphane Yernaud, je vais commencer par vous. Alors, vous avez travaillé sur le sujet et vous m'aviez dit en préparant cette table ronde, pardon, que vous aviez commencé à 3%. Le sujet, il est passé maintenant, chez vous, vous avez un taux d'emploi entre 7 et 8%, qu'il a fallu convaincre également votre présidente. Alors, racontez-nous un petit peu ce parcours, où vous en êtes aujourd'hui, et donc, qu'est-ce que vous diriez justement en matière d'idées force pour dire, voilà, il faut y aller parce que finalement, c'est notre intérêt et on est gagnant. Merci. Le premier point qui se pose moi j'ai rejoint le groupe LVMH chez Parfum Christian Dior il y a 4 ans, et la question qui s'est posée, la première, quand on a parlé de ça avec nos dirigeants, c'était est-ce que ça correspond, ce sujet, à l'ADN de Parfum Christian Dior, à l'ADN de Dior et à ce qu'était Christian Dior. La réponse là-dessus, c'est vraiment ça qui a été la première discussion au niveau du comité exécutif. La réponse était oui. Puisque quand Dior a été créé en 1947, l'objet c'était de réenchanter le monde après la guerre et de me donner de la couleur et redonner des sourires à la vie. Donc oui, et puis Christian Dior en lui-même, par sa personne, était porteur de diversité par ce qu'il était. Et donc le premier check important, c'était est-ce que c'est conforme à l'ADN. Et ensuite, on ne va jamais quitter ce fil-là, de dire est-ce qu'on est bien dans notre ADN et dans ce qu'on veut faire. La deuxième chose qui a été importante tout de suite, parce qu'on parle à des dirigeants, c'est de mesurer et de savoir se dire, on est à 3%, est-ce qu'on en est fier? Non. Est-ce qu'on est bon? Non. Est-ce qu'on veut s'améliorer? Oui. Et un dirigeant, après, quand vous lui avez dit ça, il vous demande, ok, mais qu'est-ce qu'on fait? Quel est le plan d'action? Donc là, on a essayé, avec toute l'équipe de la RSE et toutes les équipes terrain, d'écouter un petit peu ce que nous disaient les gens. Et on s'est rendu compte qu'une des premières choses, c'était une forme de tabou qu'il fallait briser, donc avec l'aide du dirigeant au plus haut niveau, qui est de dire c'est pas un problème d'être porteur d'un handicap chez Dior. Donc c'est un message qu'on a porté, c'est une phase d'écoute aussi qu'on a portée, qui est de dire aux personnes qui étaient en situation de handicap qu'est-ce qu'on peut faire. Donc là, il y a eu des demandes qui ont été très très terrain, qui étaient de dire par exemple, il y a beaucoup de formalités, de papiers à refaire ou autres. Si on avait un peu de temps alloué pour ça, ça serait quand même bien. Quand on doit revoir nos dossiers, faire des formalités, faire des choses. Donc on a mis quelque chose là-dessus dans notre politique sociale. Et puis un détail aussi, mais qui comptait, c'était des gens nous ont dit, vous voyez, il y a un CESU dans l'entreprise pour les choses de la vie quotidienne.
Moi, tailler la haie, c'est compliqué, tondre la pelouse, c'est compliqué, j'ai besoin de garde d'enfants parce que c'est difficile à certains moments quand j'ai des soins à faire. Donc on a aussi ajusté notre politique sociale par des 2-3 choses concrètes qui ont montré que les discours n'étaient pas seulement des discours, mais qu'il y avait aussi des actes. Et là, l'avion a commencé à décoller. Et ensuite, il faut des projets importants, une équipe qui y croit et qui construise des projets qui incarnent des choses. Donc, nous, l'équipe handicap qui faisait déjà beaucoup de choses, et RSE qui faisait beaucoup de choses, a encore monté un cap supplémentaire, hein, notamment Lauriane qui est là, mon adjointe sur ce sujet, on a été chez Guerlain, nos cousins de Guerlain à Chartres, et on a entendu le DRH d'opération de Guerlain nous a parlé d'un projet qui s'appelait VETA, avec une association Vivre et Travailler Autrement qui travaille sur l'insertion de jeunes autistes adultes. Et il m'a expliqué ça. J'ai vu dans l'atelier sur le terrain ce que c'était. J'ai vu des personnes en situation d'autisme dans les visites de site et j'ai dit banco. Et on a ensuite construit ça avec le soutien des équipes, le soutien de VETA. Et on incarne ça aujourd'hui avec 3 personnes qui ont été recrutées en CDI aujourd'hui, 2 autres qui sont dans le parcours de mise en autonomie, tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Et ce que voit le dirigeant aussi, ce qu'on essaie de faire en tant que dirigeant ou en tant que RH dans ces sujets-là, c'est que ça soit facteur de transformation. J'aime bien la phrase qu'il y avait sur l'épée de Simone Veil quand elle était académicienne, qui était de dire unis dans notre diversité. Et quand on a eu notre premier, je regarde Lauriane, notre premier jeune autiste, on s'est demandé dans quel atelier on va le mettre. Et on l'a mis dans un atelier où l'ambiance était compliquée. Et on a fait un pari de le mettre à l'époque, à l'endroit où l'ambiance était la plus dure. Et avoir ce jeune adulte si différent, qui est autiste, donc a un comportement des fois très étrange, qui va à la cantine. Vous imaginez un réflexe pour un autiste, arriver dans une cantine d'entreprise où il y a 1200 couverts qui sont servis. Ce que ça peut vouloir dire. Donc il a son casque, il a ses gestes, il a ses bruits, il a ses attitudes, il est différent. Mais je crois que ça a un peu décentré tout le monde de ces petits problèmes, de ces petites choses. Et on s'est rendu compte qu'en se mettant ensemble, eh bien, on pouvait faire de très très belles choses. Et on a des histoires comme celle de Vincent, Nicolas, Rémi, qui sont de super histoires qu'on a tous vécues. Et ça, pour le dirigeant, c'est l'aboutissement, effectivement, de voir qu'il y a des chiffres, il y a des KPI, il y a des projets et il y a du cœur. Et quand on arrive à mettre des KPI, des projets et du cœur, ça peut marcher ensemble, tout ça. En général, le dirigeant, il a envie de suivre. Oui, donc ça peut marcher ensemble. Les KPI et le cœur, ça marche ensemble. Oui, oui, tout à fait. C'est intéressant. Alors, ce que vous avez fait aussi, vous aviez dit que vous avez introduit le sujet handicap dans l'intéressement, parce que vous en avez fait un critère d'intéressement. Donc on s'était donné l'ambition d'atteindre 5% en 3 ans. Bon, on a atteint 6. Et on s'est dit quel levier on a, outre l'écoute, la communication, les discussions, l'exemple qu'on montre. Puis on a dit, l'intéressement, c'est fait pour intéresser les gens à des sujets. Et on voulait vraiment intéresser les gens à ce sujet-là. Donc très simplement, on a discuté avec les partenaires sociaux. On était très surpris au début de dire... on met l'ambition de mettre le handicap comme un des critères d'intéressement. Énorme scepticisme des partenaires sociaux qui disaient mais chez Dior on faisait des choses mais on n'était quand même qu'à 3% et quand vous mettez tout de suite l'intéressement, donc de l'argent derrière, il a fallu convaincre. Et on est très fiers de voir avec l'équipe que chaque année le critère a été à 200% de son objectif et que tout le monde s'est mobilisé. Tout le monde a joué le jeu et l'intéressement a été un formidable levier pour que tout le monde se dise allez, on y va tous. Et au fond, c'est bien pour le cœur, mais ça sera bien aussi pour atteindre cet objectif et le dépasser ensemble. Donc, on a fini les 3 ans, tous les feux au vert sur l'intéressement, sur l'inclusion et sur le cœur qu'on y a mis tous ensemble. Et ça a fonctionné 200%, c'est ça? C'est le seul critère de tout notre accord d'intéressement qui a été à 200% au maximum, on va dire, les 3 ans. Donc ça veut dire que
C'est parti du haut et en même temps, finalement, tout le monde a adhéré puisque critère d'intéressement, ça veut dire que là, c'est le collectif, évidemment, qui joue. Ben oui, ça, c'est parti du haut. Forcément, notre président, quand on lui a présenté tout ça, sa première phase, ça a été très ambitieux. Vous êtes sûr que vous allez y arriver? Et on a pu la convaincre que oui. Après, le dirigeant, il regarde. C'est où la première année? Est-ce que les actions se font? Est-ce que ça prend? Est-ce que ça marche? Et s'il voit que ça prend, pourquoi arrêter? C'est que ça devient d'un projet de l'équipe de Comex, de l'équipe de direction, ça devient un peu le projet de tout le monde, puis ça devient un peu la fierté de tout le monde. Alors Dominique Velladon, vous êtes chez Artus Intérim. Vous partagez ce qui vient de dire. Ça veut dire que on pose les choses, mais on mesure, on démontre que ça fonctionne. Alors oui, je ne peux que partager ces belles valeurs. Bien sûr que tout se mesure et à partir du moment où on a des curseurs, forcément ça fonctionne. Ce qu'on se disait entre nous tout à l'heure, la partie du handicap aujourd'hui, elle ne se subit pas, elle se pilote dans l'entreprise. Donc on est obligé effectivement d'avoir ce type d'éléments pour pouvoir les mesurer. Après, la problématique pour nous, elle était un petit peu différente parce que d'une taille beaucoup plus petite, métier des ressources humaines, on était déjà dans nos quotas, on va les appeler comme ça. Le but, c'était d'aller un petit peu plus loin. Et puis, on travaille avec diverses entreprises dans différents métiers. Donc, à chaque fois, pour nous, c'est le moyen de s'adapter, de connaître les postes et les entreprises. Il était important pour nous de continuer à perpétuer cet ADN qu'on avait chez Artus. Et du coup, il me fallait un ambassadeur. Donc j'ai vu qu'il était passé tout à l'heure, il doit être dans le fond de la salle. Mais on s'est allié avec Esteban Hero, qui est un jeune pongiste paralympique, qui du coup est venu parler du handicap, le désacraliser, parce que son handicap se voit, parce qu'il a une médaille de bronze aux Jeux Para, parce qu'il montre qu'on arrive quand même à faire des belles choses et que du coup, il est capable d'aller dans une entreprise, de faire un vie ma vie, de se mettre à la place des autres et d'expliquer en quoi c'est important aussi d'aller déclarer son handicap. Et ça, c'est important. Ça veut dire que ça fait passer des messages. Alors, au collectif, ça peut aussi faire passer des messages au patron. Alors, votre patron, lui, il a l'air très, très engagé sur le sujet, d'ailleurs. Parce qu'il m'a dit qu'une entreprise, ça ne se pilotait pas, d'ailleurs, que par avec des KPI, mais aussi par l'humain. Voilà. C'est complètement ça. Mais c'est dans l'ADN, effectivement, d'Alexis. Et c'est le premier fan, d'ailleurs, d'Esteban. Oui, ces valeurs humaines, elles sont hyper importantes pour lui. Ça fait partie, effectivement, des valeurs du groupe. Alors, vous avez aussi une double casquette, en quelque sorte, puisqu'il y a évidemment à convaincre en interne ce que vous avez fait, alors, via le recours à des rôles modèles ou des sportifs de haut niveau type Esteban, mais vous avez aussi un rôle en direction des entreprises clientes. Bon, parce que m'a dit aussi que c'était très important et que vous ameniez finalement vos clients aussi sur le sujet du handicap. Bien sûr, ça fait partie de notre rôle de conseil, parce qu'on a aujourd'hui un peu plus de 2000 entreprises clientes qui sont soumises à l'obligation. Donc, c'est les accompagner, les conseiller. C'est là où je parlais du Vie ma vie que peut faire Esteban, mais que peut faire chacun de nos responsables d'agence. Ils ont été formés pour ça, d'accompagner nos clients sur comment on accompagne, comment on fait de l'inclusion. Et puis, du coup, pour aller un tout petit peu plus loin, on a créé une structure toute récente qui s'appelle CVLE ATT. Qui est un agrément de l'adresse sur la région Centre-Val de Loire et qui est uniquement dédié pour les personnes en situation de handicap. L'idée à chaque fois, c'est de commencer par des missions d'intérim, de voir l'adaptation au poste de travail et d'en avoir une sortie positive qui va vers un CDI. Donc, c'est une entreprise de travail temporaire spécialisée sur le sujet du handicap, une EATT. Complètement. Et alors, ça aussi, on démontre que ça fonctionne. C'est tout récent, mais oui, ça fonctionne, puisqu'on a déjà de nombreuses entreprises qui ont fait appel à nos services. Le but, là, c'est vraiment de se dire, on a des spécialistes, on a un accompagnement qui est spécifique avec des gens sur le recrutement qui vont passer du temps avec les personnes qui sont en situation de handicap, de voir comment aussi se passe. C'est une sorte de mariage à trois. On a le client d'un côté, il faut que ça passe. On a l'intérimaire, il faut que ça colle avec nous, il faut que ça colle avec l'entreprise, il faut que le poste lui convienne et qu'il soit adapté. Il faut que la volonté, on en parlait tout à l'heure, elle soit des deux côtés. S'il n'y a pas de volonté d'adaptation, on ne va pas y arriver. Il y a 2 agences, à Tours et à Orléans, et je crois qu'il y a un objectif de créer 6 agences sur cette EATT, c'est ça?
C'est le souhait effectivement d'Alexis. Les deux premières agences de CVLE-ATT ont été créées sur Orléans et sur Tours. Donc Tours a ouvert la semaine dernière, pour être très précis. L'objectif, il est déjà planifié, c'est d'aller très vite et sur 2 ans d'avoir 6 voire 7 agences. On avait parlé aussi du fait que voilà, le handicap, ça touche toutes les catégories de collaborateurs dans l'entreprise, y compris les cadres, alors peut-être même ceux qui sont au COMEX. Bon, et que chez vous, c'est pas un sujet tabou quand on est en responsabilité finalement de déclarer sa situation de handicap. Alors ça peut aider aussi à installer la politique handicap, ça peut aider aussi à convaincre. Je pense qu'à chaque fois, c'est une histoire de discussion, parler d'ADN, mais c'est vraiment ça. Quand on le vit au quotidien, on ne le subit pas. Il n'y a pas de tabou dans l'entreprise, quel qu'il soit. Et c'est vrai qu'alors, nous, au CODIR, on a 2 personnes qui sont en situation de handicap. Une où ça ne se voit pas du tout, alors ça se voit un peu plus parce qu'il a une pompe, il est insulinodépendant, mais il n'y a aucun tabou là-dessus. Et du coup, c'est ce qui fait que dans les équipes, on en parle au quotidien. Avec nos clients, on est capable d'en parler de manière très naturelle. Ce n'est pas un souci quand on recrute une personne de lui demander si elle a besoin d'une adaptation au poste. Okay. Alors, je vais me tourner vers Éric Labrune. Alors, on est sur l'engagement des dirigeants, comment convaincre. Alors, vous c'est vous le patron de la boîte. Mais vous m'avez dit tout à l'heure, bon, j'ai un conseil d'administration, et donc, pareil, comment on fait pour convaincre, et qu'est-ce que vous avez mis en place finalement pour démontrer voilà, que les choses fonctionnent? Merci. En fait, effectivement, on n'est jamais effectivement directeur général, mais on a à répondre effectivement à un conseil d'administration. Un conseil d'administration, c'est des administrateurs qui représentent des actionnaires qui attendent des résultats. Leurs premiers KPIs ne sont pas forcément le taux de handicap, mais plutôt quelques autres chiffres, c'est-à-dire les résultats nets ou autres chiffres que l'on trouve dans les PNL. L'enjeu, c'est de faire rentrer effectivement dans les enjeux de performance de l'entreprise des éléments qui sont assez faciles à entendre par les administrateurs. Si je prends mon métier, qui est celui de la gestion des bars et restaurants sur les 2 plateformes parisiennes, c'est une société donc, qui est filiale du groupe ADP. Quelles sont les attentes de notre métier? Notre métier, l'attente principale, c'est l'hospitalité. Dans l'hospitalité, qu'est-ce qu'on a? On a le sourire, on a l'accueil, on a la ponctualité, etc. Pour réaliser ces performances-là, qui sont celles de l'hospitalité, de la réputation de notre société et des plateformes parisiennes et de l'accueil qu'on y fait, en tout cas sur les points de vente, c'est tout simplement recruter des talents qui répondent à ces attentes-là. Et c'est une discussion souvent qu'on a avec les directions des ressources humaines, c'est de mettre de côté un peu les fiches de poste, les fiches de recrutement ou autres, et de recruter sur un certain nombre de talents et de revisiter notre métier, de dire quelles sont ces attentes. Je vais l'illustrer à travers l'expérience, expérience, c'est pas un très joli mot, mais entre le projet qu'on a à cœur et qu'on pilote depuis 4 ans, c'est l'inclusion en milieu ordinaire, en milieu professionnel ordinaire, de personnes porteuses de trisomie. Et quand on rencontre ces personnes porteuses de trisomie, enfin les personnes porteuses de trisomie, il se trouve qu'elles répondent exactement aux talents que l'on attend dans notre métier, c'est-à-dire l'accueil, le sourire, la vente additionnelle, la ponctualité, etc. Et par ce biais-là, c'est assez facile d'aller convaincre, je dirais, ces administrateurs ou ces actionnaires sur le fait de recruter ces talents. On ne recrute plus des personnes porteuses d'handicap, on recrute des personnes qui ont un talent qui répond exactement au cœur de notre métier. Et donc ça c'est un facteur clé. Ensuite, sur la conviction, et emporter la conviction effectivement des administrateurs est important, mais c'est aussi l'ensemble des équipes. Pour cela, on s'est fait accompagner de la Fédération Trisomie 21 notamment, et on travaille avec un coach qui accompagne l'ensemble de la ligne managériale, du directeur général jusqu'au point de vente, et sur le point de vente, l'environnement de la personne qui est porteuse de trisomie et aussi la personne effectivement qui est porteuse de trisomie. Et l'important là-dedans, c'est, je pars toujours de cette première rencontre moi que j'ai eue avec un parent d'un jeune garçon qui travaille sur Orly 3, qui s'appelle Sofiane, et les parents nous posent souvent cette question-là.
c'est qu'est-ce qu'ils deviendront quand on ne sera plus là. On sait que les personnes porteuses de trisomie 21 ont une espérance de vie autour de 60-65 ans aujourd'hui. Et le grand enjeu pour les parents, c'est comment les rendre autonomes et autodéterminés. Et le milieu professionnel ordinaire engage à ça. On sait que les interactions sociales qui se produisent dans le cadre du travail permet l'espérance de vie, enfin une augmentation de l'espérance de vie. Mais l'autre question que je me suis posée très vite, une fois que les parents m'ont posé cette question-là, je me suis dit, qu'est-ce qu'ils deviendront quand le dirigeant ou la dirigeante ne sera plus dans l'organisation? Et l'enjeu pour moi et les équipes avec lesquelles je travaille, c'est que le réflexe de l'emploi, en l'occurrence là, de personnes porteuses de trisomie, devienne un réflexe de l'entreprise, que ça soit inscrit dans l'ADN. Et pour cela, on a travaillé depuis 4 ans sur la création d'un guide d'inclusion des personnes porteuses de trisomie en milieu professionnel ordinaire, avec notamment une prof du CNAM, etc. Enfin, et accompagné aussi par l'AGFIP, puisqu'on a une partie qui est accompagnée par l'AGFIP sur nos coachs. C'est que ça devienne un réflexe à tous les étages, que ça devienne un réflexe dans le conseil d'administration, mais aussi sur l'ensemble des équipes. Et je travaille avec François-Xavier qui est là et qui est secrétaire général de la société, et c'est ce qu'il me disait tout à l'heure. Il me dit, là où tu auras gagné, c'est parce qu'un dirigeant, un directeur général, on peut le remercier, comme on dit, ad notum, du jour au lendemain, sans explication. C'est que l'ensemble des équipes, on a 1500 collaborateurs aujourd'hui, on va monter à 1800, c'est que le jour où je disparais de la circulation et du poste de directeur général, c'est que ça soit le corps social de l'entreprise qui dise mais c'est pas possible de fonctionner sans ce projet-là, sans l'inclusion, etc. Et ça sera le pari gagné. Le pari gagné, ça sera le jour où je disparais effectivement de l'entreprise, que ça devienne un réflexe et que ça soit inscrit dans l'ADN de la boîte. Vous avez un point commun avec les GFIP finalement, parce que nous, on travaille aussi à notre propre disparition, puisque l'objectif, c'est qu'évidemment, toutes les entreprises soient vertueuses et soient bien au-delà du taux d'emploi des personnes en situation de handicap. Alors c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on est sur l'engagement des dirigeants, le fait de convaincre. Bon, mais vous dites aussi, le dirigeant, il peut changer. Donc il faut aussi qu'on irrigue finalement sur toutes les strates de l'organisation, que ça devienne un réflexe, et que ce soit aussi porté par l'ensemble des collaborateurs. Vous partagez tous les deux cette approche-là? Oui, il faut que ce soit porté. Il faut qu'il y ait un feedback. C'est-à-dire qu'il faut que le dirigeant qui arrive, il voit les mots qu'on lui dit, les slides qu'on lui fait, et puis après, quand il va sur le terrain ou qu'il rencontre des managers, des gens ou autres, il voit si c'est incarné, si c'est vrai, si ça bat tous les jours. Ou si c'est juste des slides. Et je pense que si c'est pas juste des slides, dans ce cas-là, ça bouge, ça donne confiance. Et un sujet comme le handicap entraîne d'autres sujets. On a travaillé à partir de là, et on a travaillé une charte des aidants également. C'est-à-dire que c'est vertueux parce que quand on prouve qu'un dispositif comme ça donne du cœur, donne de l'efficacité, donne du sens, on en fait un sur, par exemple, les enfants, les jeunes autistes. Mais après, on peut en faire d'autres parce qu'on a prouvé que ça marchait et qu'on était capable de mener à bien des choses comme ça avec tout le monde ou avec le maximum de personnes. L'un entraîne l'autre. Et c'est une crédibilité globale après qui se crée. Dominique ? Pour résumer, parce que tout a été dit, oui, on est en phase. On en a parlé tout à l'heure à la préparation et je me suis rendu compte qu'en discutant, on a utilisé tous les trois le même terme, c'est celui d'ADN. Alors, de l'entreprise, du chef d'entreprise, mais si ce n'est pas dans notre ADN, c'est là où ça ne fonctionnera pas. À partir du moment où on a ces valeurs, ça se fait simplement. Ça se fait très simplement. Alors, on est à l'université du réseau des référents handicap. La fonction, le rôle du référent handicap, ça aide à faire en sorte que justement le sujet devienne partie prenante de l'ADN de l'entreprise. Oui, je voyais Eric. Ce que disait Caroline tout à l'heure, je crois, dans son intervention, c'est sur le rôle du référent handicap et sur son importance là. Porter, alors je ne veux pas le ramener au sujet du dirigeant, mais puisque c'est la thématique, mais le fait qu'effectivement le référent handicap ait sa feuille de route, certes fixée par les textes ou autres, etc., mais
qu'il soit en chef de projet ou transverse dans l'organisation, légitimé par le soutien de la direction générale ou de la direction. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne avec les 3 référents handicap que l'on a. C'est que les missions, et chaque fois qu'il y a des réunions sur les suivis des dossiers ou autres, il y a le directeur général. C'est que je pense il faut qu'ils soient légitimés. Ils sont, alors souvent, là en l'occurrence, au sein de, et reportent parfois au directeur de la directrice des ressources humaines, mais je pense que la feuille de route doit être fixée et écrite très concrètement par des notes ou autres, et portée par la direction générale de ce point de vue-là. Alors il reste quelques minutes, on va conclure. Donc si vous deviez, vous êtes dans un club de dirigeants et vous avez des pairs qui s'interrogent encore sur le sujet. Voilà, en conclusion, quel message vous leur passeriez pour leur dire, oui, il faut y aller, forcément c'est gagnant, et donc il n'y a aucune raison de ne pas franchir le pas. Si je devais convaincre des collègues, je ferais ce que mon collègue de Guerlain, Guillaume Delabarthe, a fait vis-à-vis de moi. Je lui dirais, venez voir. Et c'est ce qu'il a fait avec nous pour nous convaincre. Il a dit, venez voir, on a ce projet-là, c'est des jeunes autistes, c'est très spécial, c'est rare, c'est difficile. Venez voir. Et il m'a convaincu en une journée. Donc je pense que c'est aussi ces discussions entre collègues, entre pairs, qui montrent qu'en allant voir, en s'intéressant, en regardant ce qui se fait sur le terrain, réellement, et pas dans des slides, là, c'est là que c'est la meilleure chose. C'est ce que je dirais, venez voir. Venez voir comment on a fait notre chemin avec l'équipe RSE, les managers ou autres, et comment ça a pu modifier un petit peu les choses sur des petits morceaux de ce qu'est Parfum Christian Dior aujourd'hui. Venez voir. Dominique ? Si j'avais un mot pour finir, ce serait qu'aujourd'hui, je trouve qu'on en parle encore beaucoup, mais on a encore beaucoup peur. Il faut franchir le cap, il faut essayer. C'est une découverte d'humain, c'est une découverte, on parlait de compétences particulières. Ça permet aussi de voir la vie différemment, de se dire que on doit adapter nos postes, on doit adapter nos modes de production, mais c'est, je trouve, riche d'enseignements, et c'est quelque chose qui donne de la valeur à l'entreprise. Les gens se disent, ils y arrivent, je dois y arriver aussi. Mais du coup, ça donne beaucoup plus de richesse dans l'entreprise. Eric, vous partagez évidemment. Oui, venez voir. Et un conseil que m'avait donné un dirigeant quand on a commencé à s'engager dans l'emploi des personnes porteuses de trisomie, il m'avait dit, on ne fait pas pousser une fleur en tirant sur la tige. Et ça a été, je pense, un des meilleurs conseils que j'ai eus, parce qu'effectivement, avec cette fierté de pouvoir faire de l'inclusion des personnes de trisomie, on en a eu un, on a eu 2, et je me dis, oui, mais enfin, bon, il n'y a pas un enjeu industriel, je veux dire, et ça m'a éclairé, parce que si, effectivement, pour revenir à ce que je disais, ça doit s'inscrire dans l'ADN de la société, on doit prendre le temps. Parce que, alors je ne suis pas sûr du chiffre, mais quand on dit qu'il y a 6 ou 7% d'entreprises qui emploient ou ont eu employé des personnes porteuses de trisomie, souvent ce n'est pas pérenne. Et pour que ça reste pérenne, il faut être patient, il faut le faire, il faut que ça irrigue et par capillarité sur l'ensemble de la société. Et moi je dirais, un conseil à donner, effectivement, venez voir comme ça a été dit, mais soyez patient. Si vous vous engagez dans cette démarche-là, ne pensez pas que ça se fait en 6 mois ou 12 mois. Et la patience, effectivement, il faut que le dirigeant puisse bénéficier de cette patience-là, c'est-à-dire de la durée dans le poste. Mais voilà ce que j'aurais à donner comme conseil. Très bien. Merci beaucoup pour ces témoignages. Merci Merci pour votre engagement au sein de vos entreprises. Voilà, c'est la fin de cette table ronde et on se donne rendez-vous dans cette même salle pour la pièce de théâtre qui va suivre tout de suite après. Merci beaucoup, très bonne soirée.